Et merci en tout cas de m'avoir invité aujourd'hui pour vous présenter un programme qui fait assez écho à la discussion à la table ronde avec Franck pour essayer de rapprocher la recherche à la pratique en éducation. Et donc, est-ce que non, c'est plutôt celle-là. On voit. Non, la flèche du bas, super, merci. Et voilà, là. Donc la question qui m'intéresse depuis quelques années, c'est comment est-ce qu'on peut engager des enseignants à faire de la recherche sur leurs propres pratiques éducatives. Et là, je vais vous raconter un retour d'expérience de 5 années où on a du développement d'un programme qui s'appelle le programme Prof-Chercheur. Et donc, comme vous le savez, il y a une grande intérêt à ce que les enseignants utilisent les résultats de la recherche et pour leur pratique. Et ceci s'accompagne d'un essor, par exemple, des méthodologies expérimentales en éducation avec les essais contrôlés randomisés pour pouvoir identifier des pratiques qui sont efficaces ou pas. Et ensuite, disons, on a identifié une pratique efficace. Il y a aussi toutes les sciences de l'implémentation qui vont essayer d'étudier comment augmenter la fidélité d'implémentation des enseignants vis-à-vis de cette pratique que des chercheurs ont identifiée comme étant efficace. Mais en fait, et malgré tous ces travaux de recherche, il y a un énorme écart qui persiste entre la pratique et ces résultats de la recherche. Peut-être parce que ces résultats sont trop simplistes, trop décorrélés du contexte des enseignants, peut-être peu accessibles, communiqués dans un jargon qui est incompréhensible par les enseignants. Aussi, potentiellement, les enseignants, ils ont peu de formation ou de soutien pour utiliser ces recherches. Bref, les facteurs qui empêchent les enseignants d'utiliser les résultats de la recherche, il y en a beaucoup. Et je vous conseille de lire des revues systématiques sur le sujet. Et il y a donc une autre vision par rapport à comment rapprocher la recherche de la pratique en éducation, c'est de penser aux enseignants comme des acteurs actifs de la recherche. Donc il y a en particulier les modèles qu'on appelle les modèles de praticiens-chercheurs, dans lequel ce serait l'enseignant qui est lui le propre acteur de sa propre recherche dans sa salle de classe, dans lequel il mène une recherche qui vise non pas comme la recherche académique à avancer dans un domaine scientifique, mais plutôt vise pour lui à améliorer ses pratiques de classe. C'est une recherche qui lui appartient et qui n'a pas forcément vocation à être transférable et partageable aux autres. Et en gros, entre la recherche qui est menée par des praticiens-chercheurs et la recherche qui est menée par les chercheurs académiques, il y a aussi tout un continuum qu'on appelle les recherches collaboratives pour pouvoir impliquer des enseignants dans des projets de recherche à différents étages. Et donc nous, en tout cas, on se positionne un peu au plus grand extrême, à l'extrême du praticien-chercheur, celui qui fait sa propre recherche. On a développé depuis 2019 ce programme Prof-Chercheur qui vise en fait à accompagner des acteurs de l'éducation à produire collectivement des résultats de la recherche sur leurs pratiques. Et c'est un programme qui est inspiré des mouvements des sciences participatives, c'est-à-dire comment créer des designs méthodologiques qui soient accessibles à des personnes qui n'ont pas une formation de recherche. Donc on demande en quoi consiste ce programme Prof-Chercheur. Donc en gros on part d'un enseignant ou une enseignante, bien sûr, qui a des préoccupations individuelles dans sa classe, qui pour ses préoccupations individuelles, va mettre en place des choses et puis intuitivement va observer si ça marche ou ça ne marche pas. Et en gros, l'idée, c'est qu'à travers une série de formulaires, de questions, on accompagne cet enseignant à définir une question de recherche qui, en fait, on appelle ça un défi. C'est un vocabulaire qui est plus accessible aux enseignants que question de recherche. Et toujours, c'est du type comment, 3 petits points. Par exemple, pour faire le lien avec la présentation de Irène, comment aider un élève perturbateur à maîtriser ses violences. Ensuite, pour ce défi, il va vouloir mettre en place quelque chose. Nous, on appelle ça une action, mais si on prend les lunettes de chercheur, c'est une hypothèse à tester. Par exemple, j'ai mis l'hypothèse que si je mets en place un renforcement positif avec je ne sais plus quel autre terme de la présentation d'Irène, et ça va marcher. Et donc, c'est en gros, c'est une hypothèse que je veux tester pour voir si mon intervention a contribué à améliorer ma situation problématique. Et puis, on accompagne cet enseignant à définir un protocole de recherche et qui va être plus ou moins sophistiqué selon son ambition, selon ses capacités, et pour pouvoir recueillir des données, mener des observations et pouvoir apporter un résultat empirique
n égale 1, c'est-à-dire sa propre classe, mais au moins c'est quelque chose qui va un peu plus loin que la simple intuition de ces observations du quotidien. Et le programme ProChercheur vise non pas seulement à accompagner chaque enseignant à faire ses recherches dans sa classe, mais à le faire de façon collective. Et parce que pour un défi donné, il n'y a pas qu'une seule solution, mais il y en a potentiellement plusieurs. Et donc ça fait qu'il y a plusieurs hypothèses à tester. Et puis pour une hypothèse à tester, peut-être que dans certains contextes ça va donner une chose et dans d'autres contextes ça va donner autre chose. Donc l'idée c'est d'accompagner un collectif d'enseignants par un accompagnement autour de communautés qu'on construit d'enseignants qui vont s'intéresser à des problématiques communes, à des défis communs, qui vont identifier des actions communes à expérimenter et qui ensuite vont apporter des retours d'expérience contextualisés. Et l'idée, c'est qu'une fois on a plusieurs retours d'expérience contextualisés, on peut faire des synthèses, d'analyses comparatives pour identifier peut-être des hypothèses qui sont plus prometteuses que d'autres dans certains contextes. On ne cherche pas du tout la significativité statistique pour démontrer de façon très solide cette pratique elle est efficace par rapport à cette autre, mais on peut être considéré un peu comme un incubateur d'hypothèses prometteuses et avec les enseignants en première abord. Et aussi, en plus, pour pouvoir faire que cette approche soit faite de façon collective, on a une plateforme de mutualisation pour que si un enseignant à Grenoble s'intéresse à une problématique donnée et puis un autre enseignant à Lille ou au Chili s'intéresse à la même problématique, peut-être qu'ils peuvent, je parle du Chili parce que c'est mon pays, mais bon, et peut-être qu'ils peuvent partager leur retour d'expérience, leurs hypothèses dans cette même plateforme. Et en gros, la question, ça fait 5 ans qu'on fait ça, et depuis 2019, on a déjà plus de 700 personnes qui sont inscrites dans ce programme, avec plus de 900 heures d'ateliers qui ont été animés pour accompagner des enseignants à suivre cette démarche, avec une centaine d'animateurs formés, des personnes qu'on a formées à créer des communautés et à accompagner les enseignants dans ces communautés à suivre cette démarche, avec une vingtaine de communautés créées un peu partout en France et plus de 130 projets de recherche qui ont été créés déjà sur cette plateforme de mutualisation. Et donc aujourd'hui, ça va être ce que je vous racontais, c'est une analyse assez qualitative où je vous raconte un peu les caractéristiques des personnes qui participent dans cette démarche, leur motivation, les caractéristiques de communauté, leur niveau d'engagement, un peu leur production, bref, un peu un retour assez large sur cette expérience. Donc pour donner un peu de concret, voici un exemple d'un projet qui a été mené par Lydia et Ousmane. C'est des enseignants en première STMS. STMS, c'est les sciences et techniques médico-sociales, et qui s'intéressaient à comment est-ce qu'on peut mettre en place de la coopération entre élèves pour pouvoir développer leur motivation et l'accès aux apprentissages. C'est une question quand même très très large, mais pour les enseignants, c'est la première chose qui vient quand ils veulent poser des questions avec leurs propres mots. Et ils ont expérimenté une grille d'évaluation entre pairs pour des présentations orales. En gros, ils ont construit avec des élèves une grille d'évaluation pour évaluer leurs pairs pendant des présentations orales. Et puis, ils ont expérimenté cette grille à 3 séances. Et à la fin de chacune de ces séances, ils ont demandé aux élèves à quel point ils étaient motivés dans l'activité, à quel point ils étaient motivés dans l'activité. Et puis, en gros, ils ont observé qu'il y a une évolution de la motivation des élèves entre la première, la deuxième et la troisième phase. Et puis, à la fin, ils concluent ces activités mettent les élèves au centre de leur apprentissage, les rendent actifs, et tout ceci grâce à la coopération entre eux. Donc vous me direz, oui, il n'y a pas de groupe contrôle, etc. Mais au moins, ça permet d'appuyer au moins leur conclusion par une série de données qu'ils ont recueillies qui vont un peu au-delà de leur intuition. Un autre exemple, c'est Mireille, qui est enseignante en dispositif Ulysse et qui a une élève de 12 ans et en classe de 6e qui a des problèmes pour accéder à des besoins éducatifs particuliers pour la lecture. En fait, elle n'arrive pas vraiment à lire bien. Et en gros, elle a essayé quelque chose qui est assez à la mode chez les enseignants, c'est de coloriser les lettres muettes, etc. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a testé pour cette même élève. Des fois, elle donnait le texte avec des lettres muettes colorisées et des fois avec les lettres non colorisées, le texte normal. Elle a essayé plusieurs textes et puis pour chaque test, elle a recueilli le score de fluence, c'est-à-dire le nombre de mots lus correctement par minute.
Et à la fin, elle a un tableau énorme dans son projet de recherche. Elle a fait des moyennes et à la fin, elle conclut que la colorisation n'améliore pas significativement la vitesse de lecture. Au contraire, la lecture est moins rapide avec la colorisation, mais elle permet de faire moins d'erreurs de lecture. Donc, je ne sais pas si la colorisation marche ou ne marche pas, mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir des enseignants qui généralement sont très portés par ces idées qui ont l'air super sexy, et puis en fait, elle a recueilli des données, elle s'est dit, mais en fait, je ne suis pas vraiment sûr que ça marche. Donc, si je prends un tout petit peu plus de recul, donc sur les 700 participants qui ont rejoint le programme, on a des enseignants, donc on a une bonne partie d'enseignants, donc 60% d'enseignants, du primaire, du secondaire, mais aussi du supérieur. Et la plupart du secteur public, ce sont des personnes qui sont généralement assez expérimentées dans l'enseignement. Et on a aussi beaucoup de formateurs ou de personnel d'encadrement, avec aussi même 40% des enseignants qui ont la double casquette, ils sont enseignants et formateurs. Et puis, il y a 20% des personnes qui sont inscrites qui disent être chercheurs en éducation, sachant qu'en fait, il y a beaucoup d'enseignants qui, par le fait de s'inscrire à notre programme, quand on leur demande est-ce que vous êtes chercheur en éducation, ils disent oui. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue de la perception de la recherche du côté des enseignants, et je toucherai un mot sur ça à la fin. Et donc, sur les communautés qu'on a créées, donc ce sont des communautés généralement à taille humaine. C'est quelque chose qui ont entre 8 et 88, c'est un peu extrême, mais en gros, ils ont en moyenne 20 participants. Et ce sont des communautés, donc la plupart des communautés, elles ont été créées au sein de dispositifs institutionnels. Par exemple, et au sein du pôle Pégase, il y a une communauté qui, en fait, s'inscrit dans un dispositif de formation pour les enseignants, c'est-à-dire que les enseignants, ils ont du temps dégagé, ou en tout cas du temps officiellement compté pour la formation, pour participer à ces travaux, à définir leur propre projet de recherche. Et on a aussi des communautés, aujourd'hui avec le recul, on a des communautés qui se sont arrêtées, des communautés qui ont vécu 6 mois, 1 an et demi, et qui en fait à un moment, il y a un turnover hiérarchique, un chef d'établissement qui a changé, un inspecteur qui a changé, la communauté elle meurt et ne peut plus continuer. Et puis on a des communautés aujourd'hui qui ont plus de 3 ans et qui continuent leurs travaux. Et des communautés très variées, et d'ailleurs pour le point de Marilyn sur sa question tout à l'heure, et on a même une communauté d'inspecteurs de l'éducation nationale qui est animée au sein de l'IH2EF, et c'est assez intéressant parce que du coup c'est des inspecteurs qui définissent des questions de recherche sur leurs problématiques d'inspecteurs, et ensuite ces inspecteurs-là, ensuite ils ont eux créé des communautés dans leur territoire, une fois avoir eux-mêmes vécu le programme. Et on a donc, pour ce qui est des questions de recherche, j'ai dit il y a plus de 130 projets qui ont été initialisés. Et on a des défis, donc des problématiques de l'enseignant, avec des questions de gestion des comportements, des questions de comment engager les élèves dans les tâches d'apprentissage, des questions sur comment traiter les différents sujets du programme. Donc ça touche un peu à tous les défis de l'enseignant. Mais aussi on a des défis, des problématiques qui ne ciblent pas directement les élèves, mais qui ciblent de façon plus large les institutions scolaires. Par exemple, concernant le lien entre les familles et l'école, mais aussi concernant l'utilisation de référentiels de compétences pour les formations, etc., etc. Si vous voulez voir, donc d'ailleurs, l'ensemble des défis, il y a une plateforme où tout ceci est rendu public, et tous les projets des profs, ils ont le tag Creative Commons pour que ces connaissances puissent être utilisées par tout le monde. Donc ce sont des projets qui n'aboutissent pas toujours, et qui aboutissent même peu. Sur les 130 défis qui ont été démarrés, et il y a seulement 30 retours d'expérience, donc seulement 30 enseignants qui ont réussi à arriver au stade de recueillir des données, analyser les données et les rendre publiques. Et même en fait, on a zéro synthèse de ces analyses comparatives entre retours d'expérience. Pourquoi? Donc avec le recul aussi, on se rend compte que pour mener cette démarche, il faut du temps. Les profs, ils n'ont pas le temps. Et même avec des communautés qui sont institutionnalisées, pour lesquelles on arrive à leur dégager du temps pour travailler, en fait, le temps que la communauté se démarre, après, il y a un turnover, l'inspecteur change, pam, la communauté s'arrête, et puis il y a plein de projets qui s'arrêtent comme ça en cours. Et aussi, il y a beaucoup d'enseignants qui ont du mal, pendant les premières sessions, à trouver une problématique partagée, à trouver une question qui les engage ensemble. Et souvent, en fait, l'idée de la plateforme
pour mutualiser ces projets de recherche, c'est que si un enseignant s'intéresse à la gestion des comportements, il va écrire et il va mettre un peu les premiers jalons de cette question dans la plateforme. Et puis, il n'y a pas besoin qu'un deuxième qui s'intéresse à cette question réécrive, recommence, réinvente la roue sur cette question, peut s'appuyer sur les travaux menés par d'autres. Mais en fait, généralement, ils vont toujours dire oui, mais cette problématique, ce n'est pas exactement la même que la mienne, et ils vont recommencer le projet depuis le début. Et puis aussi, et c'est quelque chose qu'on a pas mal observé, un gros désengagement de certains enseignants au moment du passage au recueil de données. Et c'est là où ils disent oui, mais en fait, je ne vois pas trop l'intérêt de recueillir des données, alors que c'est eux qui ont défini les données qui étaient impertinentes, c'est eux qui ont défini le projet de recherche. À ce moment-là, il y a un certain blocage. Et on a aussi un niveau d'engagement très variable. Donc là, c'est le nombre de participants et nombre d'ateliers par nombre de proportion de participants par un nombre d'ateliers. Déjà, il y a un quart des personnes qui s'inscrivent qui ne participent jamais. Mais aussi, il y a des gens qui participent une seule fois et ensuite ne reviennent jamais, etc., etc. Avec aussi quelques héros, des gens qui ont participé plus de 20-30 fois à nos activités. Et donc, on a essayé de modéliser et de prédire le nombre de participations par différents facteurs, et en particulier certaines caractéristiques démographiques des participants, leur sentiment d'auto-efficacité en tant qu'enseignant, leur motivation à travailler dans l'éducation. Et finalement, le seul et unique facteur qui a un effet sur la participation, c'est le fait que la communauté a un soutien institutionnel. Et voilà, donc il n'y a pas photo, il faut un soutien institutionnel si on veut faire que les enseignants travaillent ensemble et prennent du temps pour faire de la recherche. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que qu'est-ce qui intéresse les gens pour venir à participer à une telle démarche? En fait, ce n'est pas vraiment la recherche. Ce qui leur intéresse, c'est de prendre un temps pour échanger avec leurs pairs, collaborer avec leurs pairs. Et c'est assez intéressant, je ne m'attendais pas du tout à voir ça. Mais en fait, en France, c'est un pays dans lequel il y a très peu de dispositifs qui sont mis en place pour que les enseignants puissent mener des activités de développement professionnel en collaboration par rapport aux autres pays de l'OCDE. En France, il me semble qu'il y a 3% des enseignants qui disent participer de façon régulière à de telles activités, contrairement à 20% en moyenne à l'OCDE. Et donc, c'est des projets aussi qui parlent pas mal aujourd'hui, donc avec toutes les données qui sont produites, les projets de recherche qui sont produits par les enseignants dans la plateforme, ça nous donne pas mal d'informations sur le métier d'enseignant. Et en particulier, donc, les enseignants, dans leurs projets, définissent des indicateurs, des observables qui leur semblent intéressants pour juger si leur pratique est efficace ou pas. Et on a mené une analyse de ces indicateurs. Et en gros, on voit déjà que, il y a une grosse proportion des indicateurs qui sont centrés élèves, mais il y a aussi pas mal d'indicateurs qui sont centrés enseignants. À quel point cette pratique, au fait, elle est facile à mettre en place ou pas. Donc, c'est intéressant aussi de se rendre compte que pour l'enseignant, c'est aussi important de se centrer en lui-même pour juger qu'une pratique elle est pertinente à implémenter. Et puis on voit que selon la thématique, les indicateurs ne vont pas être de la même nature. En particulier sur la gestion des comportements, il y a une forte tendance à avoir des indicateurs quantitatifs centrés élèves par rapport à d'autres thématiques. Donc juste quelques mots sur la place de la recherche académique dans ce dispositif, mais aussi les liens entre la recherche et la pratique de façon générale. Il y a pas mal d'enseignants qui attendent de ce programme des réponses de la recherche. Ils disent oui, mais en fait, moi, pendant ces ateliers, je m'attendais à ce qu'il y ait des chercheurs qui viennent nous donner des réponses pour nos solutions. Et on travaille un peu sur c'est pas le cœur de notre dispositif. Nous, c'était vraiment faire que l'enseignant découvre un peu l'approche scientifique. Mais il y a encore cette attente. Et on travaille un peu dans ce sens-là. En particulier, donc, il y a Pline, un doctorant qui travaille avec moi et qui a développé une communauté sur le sujet de l'éducation à l'esprit critique, qui travaille en fait sur une synthèse des travaux de la recherche sur l'éducation à l'esprit critique pour essayer de voir est-ce qu'on peut mettre en pratique ces résultats de la recherche pour voir si certains contextes, certaines pratiques marchent mieux que d'autres. Et puis aussi, il y a eu des fois où des enseignants, des chercheurs ont été invités pour faire des relectures des travaux des enseignants et ça crée des synergies assez positives.
Mais après aussi, on a des problématiques d'enseignants pour lesquelles on se dit, mais quel chercheur va venir aider? Et en particulier, on accompagne une communauté d'enseignants en conduite routière en lycée professionnel. Donc, pour vous dire, c'est des personnes pour devenir enseignants, il faut qu'ils aient été camionneurs pendant 5 ans. Et ensuite, leur problématique, c'est moi, quand on est en heure de conduite, je dois emmener 4 élèves en même temps dans le camion. Et il y en a 3 qui sont assis derrière, alors qu'il y en a un qui est en train de conduire. Ceux qui sont assis derrière, ils font rien. Comment les faire travailler? Je ne sais pas s'il y a un chercheur qui s'est posé cette question-là, mais du coup, ça vaut le coup de créer une communauté d'enseignants en conduite routière qui vont se poser ces questions-là. Et puis, un peu sur quelle est la place de la recherche dans l'identité professionnelle des enseignants. Et il y a pas mal d'enseignants on voit dans des retours d'enseignants qualitatifs que, en fait, ils se posent des questions par cette démarche et ils disent, en fait, on acquiert un peu une logique de chercheur et qui n'est pas du tout pratiquée en pédagogie, donc on voit un peu des tensions entre leur identité professionnelle d'enseignant et l'identité professionnelle des chercheurs. Et puis, on développe aussi des activités pour leur faire acquérir, en plus de devenir des protocoles expérimentaux, d'autres compétences de chercheurs, par exemple faire des recherches bibliographiques, on leur apprend à aller sur Google Scholar ou d'autres bases pour pouvoir référencer leurs projets de recherche. Sur ce, je vous remercie.